Mr. President. Monsieur le Président, merci de me donner l'occasion de faire rapport sur la situation au Soudan du Sud, tel que le présente le rapport du secrétaire général communiqué au Conseil. Depuis mon dernier exposé, il y a eu une dégradation marquée de la situation politique et sécuritaire qui menace de défaire les gains réalisés jusqu'à maintenant en matière de paix. Tous nos efforts sont maintenant focalisés sur le fait d'empêcher un nouveau conflit généralisé et nous voulons attirer l'attention à nouveau sur la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé. Lors de mon dernier exposé, j'ai alerté sur l'émergence d'un conflit entre les deux principales parties à l'accord. Cela a maintenant dégénéré en confrontation militaire directe. Les tensions sont accrues sur l'ensemble du pays. Cela a été déclenché par les événements qui ont commencé dans l'État du Haut-Nil au début du mois de mars, lorsque l'armée blanche a investi une caserne basée à Nasser des forces sud-soudanaises de défense du peuple. Les frappes aériennes qui s'en sont suivies sur Nasser, avec notamment des bombes incendiaires, selon des rapports, auraient provoqué de nombreuses victimes et des blessures horribles, notamment chez les femmes et les enfants. Le personnel humanitaire estime que plus de 80 000 personnes auraient été déplacées. Cette série d'événements à Nasser a atteint son apogée le 7 mars lors d'une attaque contre un hélicoptère des Nations Unies à Nasser qui a provoqué la mort d'un membre d'équipage de la MINUS et de nombreux membres du personnel militaire sud-soudanais. L'opération d'extraction pendant laquelle cet incident a eu lieu avait été menée à la demande de toutes les parties avec des garanties de passage sûr de la part des autorités nationales, des États fédérés et locales. Depuis, et dans le contexte de cette spirale négative déplorable, nous recevons des rapports de mobilisation supplémentaires, notamment de l'armée blanche et des forces sud-soudanaises de défense du peuple dans le Haut-Nil, avec notamment des recrutements forcés d'enfants. Le déploiement de forces étrangères de l'Ouganda, sur demande du Soudan du Sud, du gouvernement du Soudan du Sud, a déclenché davantage de peur chez la population. Des acteurs civils et militaires du mouvement de défense populaire de l'opposition étaient licenciés, arrêtés ou se cache l'arrestation du premier vice-président Riek Machar montre qu'il y a une baisse considérable de confiance entre les principales parties. La mésinformation, la désinformation et le discours de haine alimentent les tensions ethniques et politiques, notamment sur les réseaux sociaux. Ces conditions sont un rappel bien sombre des conflits de 2013 et 2016 qui ont provoqué 400 000 morts. Monsieur le Président, cette situation montre qu'il est nécessaire de manière urgente de déployer des efforts collectifs au plan national et international pour garantir une cessation des hostilités, préserver l'intégrité de l'accord revitalisé et garantir que les mesures nécessaires soient prises pour mettre un terme aux spirales continues de transition incomplète. La MINUS est engagée dans des efforts diplomatiques intenses pour parvenir à une solution pacifique aux côtés de nombreuses parties prenantes, y compris, et la liste est non exhaustive, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le groupe des sages, l'autorité intergouvernementale sur le développement, la commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée, sa sainteté le pape François, le secrétaire général de l'ONU et le Conseil de sécurité lui-même. Le message qu'envoient les partenaires de la paix est clair et cohérent. Les parties doivent régler ces tensions par le dialogue, par le renforcement de la confiance
Les parties doivent se refocaliser sur l'accord de paix et les prises de décision fondées sur le consensus et assurer la population de leur engagement sans faille à ne pas reprendre la guerre. Il suffit de s'intéresser à la frontière septentrionale du Soudan pour voir comment un pays peut rapidement retomber dans un conflit catastrophique. La région ne peut pas se permettre une nouvelle crise qui pourrait déstabiliser davantage un panorama déjà fragile. Pour éviter cela, je souligne le rôle essentiel des pays voisins en tant que garants de l'accord dans le rétablissement de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud. Étant conscient de cela, je demande le soutien du Conseil pour d'abord se pencher sur les tensions à Nasser par le dialogue plutôt que par la confrontation militaire qui risque de faire tomber le pays dans un conflit plus large. La situation à Nasser est avant tout la conséquence d'impasses politiques, de désaccords politiques qui ont dégénéré en affrontements violents. Deuxième point, je me fais l'écho des communiqués récents du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du sommet extraordinaire de l'IGAD, qui exhorte toutes les parties à souscrire à l'accord de cessez-le-feu et de paix, y compris en revitalisant le fonctionnement des mécanismes pertinents. Troisième point, j'appelle à la libération des responsables civils et militaires détenus. J'appelle au moins à ce qu'il y ait des procédures régulières à leur encontre. Enfin, j'encourage les deux parties principales à faire preuve de retenue et à régler leurs différends par le dialogue public et à placer l'intérêt de la population avant les leurs. Pour y parvenir, la MINUS est engagée à ne négliger aucune piste. Le Soudan du Sud fait face à l'une des crises humanitaires les pires depuis l'indépendance, en raison des violences infranationales, en raison de la contagion du conflit au Soudan, de l'aggravation de l'effondrement économique, d'événements météorologiques extrêmes et d'un déclin marqué de l'aide internationale. L'instabilité régionale alimente également l'instabilité au Soudan du Sud. Environ 9,3 millions de personnes, 3/4 de la population, ont besoin d'aide et 7,7 millions de personnes font face à une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Une épidémie de choléra se poursuit. Le système sanitaire ne fonctionne pas et il y a 47 200 cas de choléra et 877 décès liés à l'épidémie jusqu'à maintenant. Le personnel humanitaire fait tout son possible pour utiliser au mieux des ressources rares afin d'appuyer également 1,1 million de rapatriés de réfugiés qui ont fui la guerre au Soudan. Mais les coupes dans le financement altèrent des services vitaux. Il n'y aura pas de solution miracle à cette crise. Il faut un alignement stratégique entre la consolidation de la paix, le travail humanitaire, les efforts de développement, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la résilience climatique, des services de base et de la gouvernance. Dans ce contexte instable et tel que le rapport du secrétaire général le dit, la protection des civils, notamment des femmes et des enfants, doit être une priorité. La protection des civils incombe avant tout au gouvernement du Soudan du Sud, mais la situation qui évolue rapidement montre que le mandat de la MINUS en matière de protection des civils est plus important que jamais. La MINUS intensifie ses mesures de protection des civils en renforçant notamment notre posture au camp de déplacés de Djouba, qui sont des lieux qui encourent des risques particuliers. La force de la MINUS a riposté de manière proactive à cette situation en intensifiant ses patrouilles, en améliorant la sécurité dans ses bases avec des forces de réaction rapides, prêtes à faire face à des situations inattendues. Ces mesures montrent que la mission est préparée à faire face à une dégradation de la situation et montrent également son rôle important en matière de protection des civils.
Tout cela se fait dans le contexte de notre stratégie globale de protection des civils qui se fonde sur une projection de présence physique dans des zones affichant des besoins prioritaires. Également des modalités d'installation de bases souples et des déploiements de troupes robustes, des patrouilles renforcées et des capacités des équipements qui remplissent leur finalité, notamment dans un milieu soumis à des aléas climatiques. Tous ces efforts se font en étroite coordination et avec des contacts renforcés avec les autorités nationales pour garantir une approche commune de la protection des civils et de l'atténuation du conflit. Ces efforts complètent notre stratégie politique et de protection de plus long terme, dont le but est de promouvoir un environnement protecteur qui permette d'accompagner les Sud-Soudanais dans leur transformation politique et sociétale pour achever au bout du compte la transition démocratique qui est promise de longue date. Cela signifie qu'il faut créer des conditions propices, un environnement démocratique, notamment un espace politique et civique, l'état de droit, qui pourra se pérenniser au-delà d'un simple événement électoral. C'est justement parce que toutes ces conditions sont fondées sur des principes universels, sur des droits, des institutions fondamentales, qu'elles pourront se pérenniser après notre départ. Et c'est dans ce contexte que je prends note du lancement récent de la campagne d'éducation civique et de consultation publique qui lance le début du processus de rédaction d'une constitution. Je me dois de faire remarquer que la MINUS fait face à des limitations opérationnelles dans toutes ses missions, notamment face au conflit au sens plus large. Nos soldats de la paix continuent de faire face à des refus d'accès sur le terrain. Si la tendance actuelle se poursuit, nous pourrions assister à une modification des dynamiques de conflit qui passerait de violences infranationales et intracommunautaires à un panorama bien plus complexe impliquant les parties signataires et des acteurs étrangers. Nous privilégions déjà certaines ressources pour tenir compte de tout cela, mais la MINUS est une mission de maintien de la paix, pas une armée. On ne peut pas être partout, tout le temps. Dans ce contexte, les 4 piliers du mandat de la MINUS restent extrêmement important, avec notamment la protection des civils, le fait de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, l'appui apporté à la mise en œuvre de l'accord de paix et le suivi et les signalements de violations de droits humains. Nous avons besoin de l'appui du Conseil pour garantir la continuité du mandat dans cette crise. Le Soudan du Sud a demandé une assistance électorale complète de la part des Nations Unies. Nous nous positionnons en quantité unique pour appuyer toutes les phases du cycle électoral. Cependant, cette tâche sera difficile sans un niveau suffisant de sérieux, d'engagement, de prise de décision et d'action de la part des responsables politiques du pays. Dans le même temps, les discussions se poursuivent avec le gouvernement hôte sur le statut de la base de Tomping de la MINUS. Nous avons certes reçu un ultimatum initial nous demandant de quitter les lieux, mais notre approche a été de mener des négociations constructives en vue d'une relocalisation graduelle qui permette de maintenir les fonctions essentielles de la mission sur le site. Nous nous félicitons d'avoir la possibilité de travailler en continu avec le gouvernement sur cette base. Nous espérons que des territoires et des installations seront rendus disponibles progressivement pour permettre un transfert. Excellence, j'aimerais souligner à nouveau le risque grave et croissant que représentent les dynamiques de conflit qui pourraient faire emprunter au Soudan du Sud une voie dangereuse. L'accord de paix revitalisé reste le seul cadre viable pour rompre cette spirale de violence dans le pays. L'impératif absolu maintenant est d'éviter de retomber dans un conflit à grande échelle. Il faut refocaliser les efforts sur l'accélération de la mise en œuvre de l'accord et faire avancer la transition en vue des toutes premières élections démocratiques au Soudan du Sud. Une nouvelle guerre
est un risque que le Soudan du Sud ne peut pas se permettre. C'est également le cas de la région au sens plus large. Je remercie le Conseil de son soutien. Merci. Monsieur le représentant spécial.